Salam alaikum. On est à la troisième fonction de l'entreprise, la fonction commerciale. Nous avons déjà abordé deux fonctions, la fonction approvisionnement et la fonction production. Et maintenant, on passe à la fonction commerciale. Alors, la forme générale que nous avons présentée, c'est toujours définir chaque fonction. Alors, qu'est-ce que la fonction commerciale? La fonction commerciale regroupe les tâches qui se rapportent d'une façon directe ou indirecte à la vente. Elle regroupe les actions destinées à détecter les besoins de la clientèle et adapter de façon continue aussi bien la production que la commercialisation. Alors, la fonction commerciale à l'intérieur de l'entreprise, elle a évolué à travers trois grandes phases. Elle est passée d'une optique produit où l'économie se présentait elle présentait une faible concurrence. Les entreprises n'étaient pas devant une grande concurrence. Il y avait aussi une situation où la demande dépassait l'offre et une augmentation des pouvoirs d'achat des ménages. Alors à ce niveau-là, les entreprises étaient centrées sur les activités de production sans prêter attention aux besoins des consommateurs et sans chercher les moyens pour les rapprocher. Alors deuxième optique, c'est l'optique vente. À ce niveau-là, elle se présentait comme une situation d'abondance accompagnée de l'augmentation de la concurrence entre les entreprises. Alors le consommateur dispose du choix entre plusieurs produits et cherche à maximiser sa consommation. Pour les entreprises, il faut connaître les marchés et les consommateurs. L'importance des efforts commerciaux pour inciter le consommateur à acheter le produit était cruciale. Alors les entreprises commençaient à annoncer et à s'investir dans des politiques publicitaires, à faire des choix entre les meilleurs circuits de distribution et à renforcer leurs équipes de vente. Troisième optique, c'est l'optique marketing. La fonction marketing est devenue centrale dans les entreprises et représente une fonction intermédiaire entre les consommateurs et l'entreprise. Du moment que le marketing, c'est l'étude des besoins des consommateurs et c'est la manière d'élaborer des actions au niveau de l'entreprise pour rapprocher de plus en plus la clientèle et la pousser vers le produit. Alors, quelles sont les opérations de la fonction commerciale? Tout le monde s'accorde sur le fait que l'activité principale de la fonction commerciale, c'est la vente, proprement dite. Mais il y a de plus en plus au niveau de la gestion, il y a des opérations d'avant-vente et il y a des opérations après-vente. Alors, qu'est-ce que les opérations d'avant-vente? Elles concernent la prospection du marché, la détermination des besoins des clients potentiels, l'achat des marchandises ou des matières premières consommables à un prix correct et la gestion des produits fabriqués et tous les niveaux de publicité et de promotion des ventes. Alors, les opérations de la vente proprement dite, la réalité de la vente, elle peut se passer par deux manières. Ou bien on a une vente par représentant. Alors à ce niveau-là, on insiste sur le choix et la sélection des vendeurs, sur le matériel de vente à mettre en place, sur l'organisation des tournées et sur le suivi de l'activité. Deuxième manière de vendre, c'est la vente en magasin. Alors là, on insiste sur toute la politique de présentation du produit, le choix des méthodes de vente, l'organisation interne du magasin.
La troisième étape de la fonction commerciale, c'est l'après-vente, c'est-à-dire mettre le produit à la disposition du client. Ces opérations sont relatives à l'emballage, l'expédition, l'installation, la mise en marché, la garantie, la procédure de réparation et de révision et la mise en place de pièces de rechange s'il y a des produits qui étaient défaillants ou bien mal placés. Pour appréhender la fonction commerciale, il faut bien comprendre la réalité du marché, du moment que le marché, c'est le lieu de la réalisation de l'activité commerciale. Alors, tout étudiant en économie s'approche à travers toutes les matières qu'il étudie de la notion de marché. Et il comprend très bien que le marché, c'est le lieu de rencontre des demandeurs et des offreurs d'un produit ou d'un service. Alors ça, c'est la définition générale. Mais pour bien comprendre un marché se définit concrètement par rapport ou bien à une entreprise, donc c'est le marché d'une entreprise bien définie, d'un secteur bien défini ou bien d'une branche bien définie, ou bien c'est le marché d'un produit, ou bien d'une classe de produits, ou bien c'est le marché d'une zone géographique. Donc ces réalités-là, ils nous poussent de plus en plus vers l'opérationnalisation du marché. Le marché comporte plusieurs acteurs. Il y a tout d'abord les consommateurs du produit, qu'on doit connaître leurs besoins et leur comportement d'achat. Il y a les prescripteurs de produits, ce sont des intermédiaires de marché, on doit connaître leur motivation. Il y a les distributeurs, c'est un maillon final dans le marché. Il y a le phénomène de la concurrence qui est un phénomène de base si on veut comprendre les mécanismes de marché. Alors le marché aussi, il est découpé entre des clients actuels de l'entreprise, des clients de la concurrence, les entreprises concurrentes, et les clients qui sont potentiels, possibles encore. C'est-à-dire, ils ne sont ni les clients de l'entreprise, ni les clients de la concurrence. Et tout ça, il concerne le marché de l'entreprise. Le marché aussi, il est découpé entre un marché principal, c'est tous les produits semblables et qui entrent directement en concurrence, et des marchés, ce qu'on appelle aussi les produits de substitution. C'est celui des produits de nature différente que le produit principal, mais ils satisfont les mêmes besoins et les mêmes clients. Il y a en fin de compte le marché des produits génériques. Alors, pour connaître cette réalité de marché, comment l'entreprise procède, alors elle doit définir le type d'informations dont elle a besoin, des informations liées à toutes ces réalités de marché qu'on a vues, le marché de l'entreprise, le marché des produits, le marché de la concurrence, le marché des produits principaux, le marché des produits de substitution, etc. Tout ce qu'on avait vu. Donc, l'entreprise doit définir le type d'informations. Elle doit aussi définir les sources et les outils nécessaires pour les collecter. Elle doit passer à recueillir ces informations et aussi traiter ces informations pour aboutir à des résultats qui vont lui permettre de décider sur son marché. C'est-à-dire qu'elle doit identifier les différents intervenants sur le marché et comprendre leur comportement pour passer des actions, pour prendre des actions et adapter en continu son produit pour répondre facilement aux besoins et attentes des clients. Alors, la connaissance du marché, c'est une réalité qui accompagne la vie d'une entreprise, dès la création jusqu'au changement, s'il y a des changements dans la réalité stratégique de l'entreprise, ou bien s'il y a des changements au niveau des valeurs de l'entreprise, ou bien s'il y a une démarche une nouvelle démarche de travail. À chaque fois que l'entreprise a besoin de changer ou bien d'évoluer dans un sens de travail, elle a besoin de connaître son marché, de connaître
ses produits, les produits concurrents, la réalité des concurrents, la réalité des clients, les mécanismes de la concurrence, etc. Alors à ce niveau-là, et comme on pousse toujours les étudiants à apprendre à poser des questions, alors à ce niveau-là, on intègre un ensemble de questions qui peuvent éveiller chez l'étudiant ce souci de comprendre la fonction commerciale. Alors on pose pas mal de questions. Quel est le type de produit proposé sur le marché? Quelles caractéristiques intégrer dans le produit? Quelle catégorie de clients ciblés? Où s'implanter géographiquement? Quel prix appliquer? Par quels moyens et à quel moment communiquer sur le produit? Comment trouver ces informations? Alors, on a dit que dans la démarche de la connaissance du marché, il faut rechercher l'information. Alors, les types de prospection, il y a deux. Ou bien, on a les informations internes à l'entreprise, sur les documents internes, des rapports annuels, ou bien des publications internes. Donc, déjà, l'information, elle est disponible. Ou bien, pour un besoin bien particulier, on procède à la prospection. Alors, pour prospecter, il y a deux niveaux d'information. Des informations primaires, ce sont des informations qui vont aider à l'entreprise à réunir de l'information sur son marché, qui passe à travers des enquêtes, des sondages, des expérimentations ou bien des tests. Alors, les enquêtes, elles peuvent être ponctuelles ou bien permanentes. Et au niveau de l'expérimentation, ça peut être sur une partie de marché, toute une partie, ou bien sur une partie, ou bien sur une généralité de marché. Les informations secondaires, alors là, on passe à un niveau quand même de traitement de l'information. On passe quand même à un deuxième degré de l'information, qui peut reposer ou bien sur des documents internes, donc on va faire des statistiques, on va construire des rapports, ou bien on va travailler à dépouiller les réclamations des clients, ou bien faire des états de statistiques des services après-vente, ou on va reposer sur des sources externes pour faire la même chose, c'est-à-dire pour faire une petite analyse statistique. Ça peut être parfois même des statistiques pas seulement descriptives, mais dynamiques sur une réalité de marché. Et ces informations, nous pouvons les recueillir auprès d'organismes spécialisés, des organismes publics ou bien des organismes privés. Alors, la fonction commerciale ou bien la politique commerciale, elle se construit autour de la politique du produit, la politique du prix, la politique de la distribution et la politique de la communication. Ce sont les 4 piliers de la politique commerciale. Au niveau du produit, alors ça c'est la manifestation, la grande manifestation ou bien la manifestation importante de toute fonction commerciale. C'est-à-dire que pour mener la politique commerciale, l'entreprise doit bien connaître le produit, son produit, bien connaître ses caractéristiques, bien connaître ses constituants, parce que c'est sur la base de son produit qu'elle va passer à le distribuer et à le communiquer. Alors, pour bien comprendre ce que veut dire le produit, il faut comprendre que le produit a des caractéristiques. Donc, les caractéristiques qu'on a au niveau du produit, premièrement, il faut savoir que les produits répondent à une certaine classification. Ils peuvent être des produits de consommation finale ou bien des produits industriels et d'équipement. Alors, les produits de consommation finale, ça peut être des biens durables, des biens non durables, des services de consommation ou bien d'équipement familial. Les produits industriels et équipements sont destinés à des entreprises ils vont utiliser comme des intrants. Ça peut être des matières premières, ça peut être des produits semi-finis, des biens d'investissement ou des services de production. Donc ça, c'est la classification des produits. C'est un élément qui caractérise la politique du produit. Deuxième élément concernant la politique du produit ou bien le produit, ce sont des choix relatifs au produit. Donc l'entreprise, elle doit penser à la nature du bien ou bien du service proposé par l'entreprise.
elle doit faire un certain positionnement par rapport à tous les produits offerts, c'est-à-dire elle doit bien étudier la combinaison de produits utilisés, la gamme sur laquelle elle va travailler, le niveau de différenciation par rapport aux autres marques. Donc elle va faire des choix qui vont porter sur la définition du produit, sur ses caractéristiques et sur répondre à différencier le produit par rapport aux autres. Peut-être elle va travailler elle va faire le choix sur le volume, sur l'emballage ou bien sur le conditionnement. Un autre élément qui caractérise le produit, c'est la conception. Donc, la conception du produit, elle va répondre à la capacité du produit à satisfaire tous les besoins des consommateurs, du consommateur visé. Un autre élément, c'est le positionnement, c'est-à-dire comment nous allons rapprocher avec notre produit ou bien comment nous allons mettre en valeur notre produit par rapport aux produits des concurrents. Donc, se positionner par les éléments caractéristiques du produit. Alors, le produit, c'est un maillon essentiel dans la politique commerciale. C'est la base de toute politique commerciale. Au niveau du produit, on parle aussi de la gamme. Donc, on peut présenter plusieurs gammes et il y a plusieurs caractéristiques de la gamme. C'est sa largeur, c'est sa profondeur, c'est sa longueur, etc. C'est des éléments qui caractérisent le produit. Aussi, il y a la marque. C'est un signe qui va distinguer notre produit par rapport aux autres. Ça peut être un patronyme, ça peut être un pseudonyme, ça peut être une présentation du lieu géographique, ça peut être un logo, ça peut être un sigle. Donc, c'est une manière de différencier, de distinguer le produit. C'est une réponse à un réflexe humain. À chaque fois que nous allons voir le logo, ou bien à chaque fois qu'on va voir une image, on va se rappeler du produit. Donc, c'est une manière de mettre en valeur déjà le produit lui-même. Il y a aussi son conditionnement. Ça, c'est un élément parmi d'autres qui caractérise la politique du produit. Donc, comment nous allons le conditionner, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un packaging, est-ce qu'il y aura de l'emballage, est-ce qu'il répond à une chaîne de froid ou bien, ça dépend. Donc, c'est le conditionnement. Ça aussi, nous allons le traiter à travers la politique de produit. En fin de compte, il y a l'emballage. Donc, l'emballage, c'est la couleur, c'est la forme, c'est la matière, c'est la manière. Donc, tout ça, donc, comment emballer le produit et le mettre en valeur. Deuxième élément dans la politique commerciale, c'est la politique du prix. Donc, le prix, il répond, c'est une décision, c'est un niveau quand même de décision de l'entreprise. Elle concerne aussi bien le prix essentiel qu'elle concerne aussi toute la politique de remise et de rabais que l'entreprise va mener, toutes les réductions qu'elle peut offrir et aussi les modalités de règlement. Donc, la politique de prix, elle a des facteurs déterminants. Elle repose sur des facteurs économiques, c'est-à-dire c'est le prix de revient. L'entreprise, d'ailleurs, elle est censée toujours calculer ses prix de revient pour suivre la réalité de sa production. L'élasticité de la demande, alors c'est les prix par rapport au niveau de demande. Est-ce que le prix suit la réalité de la demande et à quel niveau? Aussi la situation concurrentielle, donc le degré de la concurrence que l'entreprise vit par rapport aux autres entreprises. Il y a aussi le deuxième facteur déterminant du prix, c'est les objectifs de l'entreprise. Donc, est-ce que l'entreprise cherche la performance financière ou bien cherche la performance commerciale? Et ceci dépend du cycle de vie de l'entreprise. L'entreprise, au démarrage, peut-être qu'elle va préférer ou bien un équilibre financier ou bien une certaine offensive commerciale. Ça dépend du choix de ses dirigeants. Troisième facteur déterminant, ce sont les actions des pouvoirs publics. Alors à ce niveau-là, l'État parfois intervient pour limiter les prix ou bien une autre réaction, c'est interdire des ventes à perte
ou bien réglementer les soldes. Donc ça, ce sont les facteurs déterminants du prix. Alors maintenant, comment l'entreprise fixe les prix? La fixation, il y a deux manières de fixer le prix. Ou bien c'est un calcul progressif qui va suivre la réalité du prix de revient, la réalité de l'élasticité des facteurs économiques, l'utilisation de la matière première, les conditions d'approvisionnement, etc. Donc c'est un calcul de coût. Ou bien il y a une méthode psychologique, c'est est-ce que le client il est prêt à payer ce prix-là? Et là on va faire une étude, on va poser des questions, on va mener une enquête pour savoir quel est le prix qui est considéré comme un prix trop élevé et quelle est la qualité qui est acceptée par le client pour qu'il donne un prix bien déterminé. Donc, l'entreprise elle est censée suivre ces méthodes pour rapprocher son prix de vente. La politique de distribution, c'est l'ensemble des activités réalisées entre la production et la mise à disposition du produit au consommateur ou bien à l'utilisateur. Elle consiste à choisir les modes de vente et les circuits de distribution. Alors, la politique de distribution, elle se caractérise par les tâches, quelles sont les tâches liées à la distribution. Elle se caractérise par ses circuits et ses canaux et elle se caractérise aussi par la typologie des circuits de distribution. Donc, les tâches liées à la distribution, c'est le transport, le stockage, la mise à disposition des produits au point de vente, c'est-à-dire la réalisation effective de la vente aux consommateurs. Les consommateurs peuvent être des grossistes, peuvent être une situation de vente traditionnelle, un libre service par téléphone, par catalogue, sur Internet, livraison à domicile, installation. Donc, toutes ces réalités-là, il aborde la politique de la distribution. Donc, à chaque fois que je vais opter pour un mode, c'est sûr qu'il faut aller vers le détail des moyens et des outils à manœuvrer pour réussir chaque forme de la réalisation de la vente. Alors, au niveau, le deuxième élément caractéristique, c'est la réalité de canaux et de circuits. À chaque fois qu'on parle de la distribution, il faut veiller à comprendre le canal, la voie d'acheminement à travers lequel est le canal qu'on va utiliser pour distribuer le produit. Ou bien, deuxièmement, le circuit. Le circuit, c'est l'ensemble des canaux de distribution par lesquels s'écoule un bien ou une catégorie de biens. Et alors, troisième élément, c'est les types de circuits. Donc, le circuit, est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est direct? Est-ce qu'il est indirect? Et ceci, il va retentir sur les prix, il va retentir sur la qualité du produit, il va retentir sur la qualité de la relation avec tous les maillons du circuit, avec les négociations. Donc, ça retentit sur la politique de distribution, le fait qu'on est dans des circuits directs, des circuits indirects, des circuits courts ou bien des circuits longs. Donc, ça donne quand même une réalité de politique de distribution. Alors, les facteurs influençants en matière de choix, les choix de la politique de la distribution. Alors, il y a des facteurs qui sont propres au marché. Alors, ces facteurs sont la localisation des clients, où se localise le client, les habitudes d'achat, les variétés des distributeurs, la disponibilité et le coût des moyens de transport. Il y a aussi des facteurs qui sont propres au produit, son volume, son poids, son degré de standardisation, une certaine sophistication technique, est-ce qu'il est périssable? Non. Il y a aussi des facteurs relatifs à l'entreprise. Est-ce qu'elle a suffisamment de ressources financières? Est-ce qu'elle veut vraiment contrôler tout son circuit de distribution? Est-ce que le personnel qu'elle emploie sont compétents au niveau de la distribution, etc. Il y a aussi des facteurs liés aux caractéristiques des intermédiaires. On a vu tout à l'heure les circuits longs, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, nous allons voir est-ce que les intermédiaires participent bien à la politique de distribution à travers le service rendu, les compétences qu'ils révèlent et leur rôle dans la décision d'achat. Un autre élément dans la politique de distribution, ce sont les stratégies de distribution.
Donc, l'entreprise peut mener un ensemble de choix sur la manière de distribuer. Est-ce que c'est une distribution intensive où elle utilise tous les canaux disponibles de distribution, c'est la grande consommation, ou bien elle procède par distribution sélective, c'est-à-dire elle cherche à développer à travers ses intermédiaires une image de marque et elle choisit, elle fait des choix sur des points bien particuliers, sur des canaux bien particuliers, donc elle est sélective, ou bien la stratégie de distribution exclusive, et là elle segmente bien, elle travaille à travers des dimensions bien concentrées parce qu'elle est sur le segment, ou bien elle cherche à avoir un seul distributeur, c'est ce qu'on appelle les règles d'exclusivité. Donc l'entreprise, elle mène une manière de distribuer qui est exclusive, bien segmentée sur un distributeur qui est son grossiste, un grossiste où elle va mener, avec lequel elle va mener une politique d'exclusivité. Donc on est dans des manières différentes de distribuer, hein, d'une manière générale, d'une manière sélective ou bien carrément d'une manière exclusive. Et chacune, elle va donner quand même une manière et une politique et des décisions à prendre suivant chaque type de distribution. Il y a aussi l'élément, la politique de la communication. Donc maintenant, l'entreprise, elle a discuté de son produit, elle a discuté de sa manière de distribuer, de commercialiser. Alors maintenant, il lui reste dans la fonction commerciale, dans sa politique commerciale, il lui reste la politique de communication. Alors comment elle va communiquer, comment elle va influencer le comportement du public ou bien le comportement d'une population ciblée par rapport à son produit ou bien par rapport carrément à la réalité de l'entreprise. Il y a 3 moyens. La publicité, c'est une forme de communication payante ayant pour objet la promotion des produits à travers un annonceur. Elle peut utiliser la presse, la télévision, la radio, l'affichage, le cinéma ou bien la publicité sur les lieux de vente. Deuxième élément, c'est les relations publiques. Donc l'entreprise cherche à augmenter son image de marque, sa notoriété auprès de son public. Alors comment? Elle veille à faire connaître ses produits, ses activités, son personnel. Donc elle passe à travers des événements qu'elle va organiser ou bien à travers la communication institutionnelle qui est le parrainage ou bien le sponsoring ou bien le mécénat. C'est des moyens où l'entreprise va financer des activités culturelles ou bien financer des activités sportives ou bien encadrer des étudiants, les aider dans une action par exemple de création d'entreprise ou bien ça dépend. Donc l'entreprise, elle va mener des relations publiques à travers le financement ou bien à travers la sensibilisation, ça dépend du moyen qu'elle va utiliser et tout ça pour rapprocher le public général. Alors le troisième moyen dans la politique de communication, c'est la promotion des ventes. C'est tout ce qui est réduction des prix, les bons de réduction, les offres spéciales, les essais dans les grands espaces, les distributions d'échantillons, des jeux, des concours, etc. Tout ça, ce sont des techniques qui poussent le produit vers l'acheteur. C'est une manière d'être à côté de l'acheteur, de l'écouter, de veiller à ce qu'il utilise le produit ensemble, etc. Donc c'est une manière dans la politique de communication. Et tout ça, ça pousse l'entreprise à utiliser des moyens, à débourser des fonds. Donc ça demande quand même une certaine politique, des choix à faire, des budgets à débourser, un esprit de communication même entre le personnel pour le sensibiliser de la réalité de la communication.